Coucou à tous, bon retour dans le labo d'Audrey. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire délicate. Je sais que j'ai dû déjà vous le dire, mais cette fois-ci, ça l'est vraiment parce qu'on va parler de pédocriminalité. On va parler de Christian Van Geneven, qui est un homme qui a pendant très longtemps pu assouvir ses penchants pervers envers des enfants de très jeune âge, sans vraiment être très inquiété par la justice. Ça se passait à une certaine époque, dans les années 80 notamment, et jusqu'au début des années 90. Et c'est une époque plutôt sombre en ce qui concerne la reconnaissance de la pédophilie et tout le réseau pédocriminel. Et nous allons voir à quel point c'est énervant, cette image flouée qu'on avait à l'époque, de ne pas vouloir voir les choses qui semblaient tabous et qui aujourd'hui sont un petit peu plus mises en avant et un peu plus dénoncées, mais ça reste un sujet qui est encore très flou pour beaucoup de gens. C'est pour ça que je voulais en parler. D'ailleurs, plus tard, je ferai une vidéo plus concentrée sur le phénomène de la pédocriminalité à travers les ans. Parce qu'on peut voir qu'il y avait, à une époque des années 70-80, un mouvement intellectuel qui était pro-pédocriminalité. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Concentrons-nous aujourd'hui sur l'affaire de Christian Van Geneven. On se retrouve après le générique. Alors, l'affaire de Christian Van Geneven, elle a plusieurs étapes. En fait, il y a eu tellement d'événements criminels dans la vie de Christian Van Geneven qu'on va devoir diviser cette vidéo en plusieurs étapes. Moi, je vais vous parler principalement d'une affaire, celle de la disparition de Ingrid et Muriel, deux cousines qui ont disparu le 19 octobre 1991. Et ensuite, pour mieux comprendre comment on en arrive à cette atrocité, je vais vous expliquer tout le passé criminel de Christian Van Geneven et aussi son enfance. Mais débutons d'abord par notre affaire. Le 19 octobre 1991, la petite Ingrid fête son anniversaire. Elle a 10 ans. Elle reçoit pour cette occasion sa cousine Muriel, qui a le même âge qu'elle et avec qui elle s'entend très bien. La petite Ingrid est une jeune fille blonde, très menue et mignonne, et sa cousine est tout aussi menue et mignonne, mais elle est brune. Elles sont toutes les deux très complices. Et ce jour-là, elles vont demander pour l'anniversaire d'Ingrid si elles ont le droit, pour une fois, de sortir acheter des bonbons au tabac du coin. Il n'est vraiment pas loin de la maison et elles peuvent y aller non accompagnées. Chantal, la mère d'Ingrid, accepte un petit peu à contre-cœur car c'est une personne qui est très anxieuse et qui n'aime pas du tout laisser sa fille toute seule. Elle se méfie, elle est très méfiante. Et elle a raison, à vrai dire. Mais cette confiance va s'avérer plus tard fatale. Elles partent alors vers 16h, qui est à peu près l'heure du goûter. C'est pour ça que les bonbons, ça fait plaisir. À cette heure-là. Mais vers 16h30, la maman de Ingrid n'a toujours aucune nouvelle de sa fille et de la cousine. Elle s'inquiète parce que c'est un trajet court. L'acheter des bonbons ne prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas de raison que ça ait pris plus d'une demi-heure.
Donc elle commence à s'inquiéter réellement et elle va dans les environs pour essayer de repérer sa fille et la petite Muriel. Ne la trouvant pas, elle va faire le tour du quartier en voiture, demander aux amis de sa fille, à la famille, aux voisins s'ils ont vu la petite Ingrid et la petite Muriel. Personne ne l'a vue. Chantal comprend que c'est peut-être plus grave que ce qu'elle ne pense. Elle décide d'aller, après 2 heures de recherche, à la gendarmerie pour déclarer la disparition de sa fille et de sa nièce. À ce moment-là, les gendarmes comprennent que c'est quelque chose de sérieux. Une petite fille qui disparaît en plein après-midi alors qu'elle allait juste chercher des bonbons, c'est un peu bizarre. Mais 2 petites filles qui disparaissent en même temps, c'est beaucoup plus inquiétant car ça paraît un peu plus anormal. C'est là que l'enquête va débuter. Et contrairement à beaucoup d'enquêtes de disparition d'enfants, celle-ci a été prise rapidement au sérieux. Et les gendarmes vont mettre en place un énorme dispositif, à savoir, ils vont faire des barrages routiers, ils vont mettre en place des maîtres chiens pour renifler et essayer de trouver une piste grâce à l'odeur des petites filles. Ils vont mettre des dizaines d'hommes sur le terrain pour fouiller les environs. Et très vite, tous les gens de la ville de N, une grande partie de la population en tout cas, va vouloir aider la famille à retrouver les petites filles. Et donc, un groupe de bénévoles va être organisé pour pouvoir fouiller les environs avec les gendarmes. Malheureusement, ça ne donnera rien. Cependant, une enquête de voisinage a été faite aussi pour essayer de trouver une piste. Cette enquête de voisinage va être fructueuse. Effectivement, une voisine a vu quelque chose de suspect. En effet, Madame Botta a vu les 2 petites fillettes, toutes les 2 en train de manger des bonbons sur un rond-point. Et sur ce même rond-point, alors qu'elle faisait le tour en voiture, elle a aperçu un homme dans une voiture blanche, break, qui était adossé à sa voiture comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Une autre personne aura d'ailleurs témoigné de la même chose, à savoir un homme avec une voiture blanche qui rôdait dans le coin. Cette piste va être suivie. Et même si elle est intéressante, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais ça permet aux gendarmes de cibler un peu plus ce qui a pu se passer. Effectivement, ils avaient 3 possibilités. La première étant la fugue, la seconde étant un enlèvement pour demander une rançon, et la troisième étant l'enlèvement par un pervers sexuel. Ils vont éliminer les 2 premières propositions pour se focaliser sur la dernière, qui malheureusement est la plus dangereuse. Le petit détail qui poussera aussi à croire que cet individu était suspect, c'est que Madame Botta va préciser que lorsqu'elle a fait le tour en voiture et qu'elle est arrivée au niveau de cet homme, l'homme a baissé la tête comme s'il voulait cacher son visage, ce qui est quand même un comportement particulièrement suspect. Pour être efficaces, les gendarmes vont installer leur QG au niveau de la mairie de Elne. Seuls les enquêteurs concernés par cette affaire auront le droit de pénétrer la mairie et le QG pour éviter les fuites et pour pouvoir concentrer toutes les preuves et les éléments importants au même endroit. C'est dire à quel point cette enquête est vraiment bien ficelée et prise au sérieux. Quelques jours après le début de l'enquête, un coup de téléphone va faire avancer radicalement toute l'affaire. En effet, ce coup de fil va donner une information capitale. Ils vont parler d'un suspect potentiel. Ils vont expliquer qu'un homme pédophile multirécidiviste était dans la région au moment des disparitions des 2 jeunes filles. Et que cet homme d'origine hollandaise s'appelle Christian van Genoven. Un autre concours de circonstances va croiser cette information avec une autre primordiale, à savoir ce fameux Christian van Genoven a fait une tentative de suicide
à Lourdes. Ce suicide a eu lieu seulement quelques jours après la disparition des jeunes filles. À ce moment-là, une idée germe dans la tête des enquêteurs. Est-ce réellement une coïncidence que un homme qui se trouvait dans les parages au moment de disparition des 2 jeunes filles, avec un passé de pédocriminalité, tente de se suicider quelques jours seulement après la disparition des jeunes filles? Ils vont donc faire une enquête focalisée sur cet individu et apprendre beaucoup de choses. Il s'avère que Christian van Genoveen est allé à Lourdes et qu'il s'est confessé à un prêtre. Bien évidemment, le prêtre ne peut révéler ce qu'il a été dit durant cette confession. Mais il laisse entendre qu'effectivement, il aurait confessé quelque chose de très grave, qui est peut-être lié à cette disparition. Il n'a pas le droit de le dire, mais il le sous-entend. En se renseignant sur le suicide de Christian van Genoveen, qui a été interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, qui est la ville où il habite, ils vont découvrir certaines choses. Déjà, ils vont découvrir son profil psychologique, à savoir que effectivement, c'est un pédophile avéré, qui a un profil narcissique et notamment des tendances sadiques. Mais il découvre d'autres éléments incriminants, à savoir son véhicule. Il découvre qu'il possède une voiture blanche de la marque Volkswagen, une Polo Break, ce qui correspond étrangement au témoignage de Madame Botta. L'étau se resserre, les connexions se font, c'est le moment d'y aller. Et avant d'inculper Christian van Genoveen et de le faire auditionner, un des gendarmes va interroger un des experts psychologues qui l'a suivi pour savoir quelle démarche suivre pour bien interroger cet individu. Le psychiatre va lui expliquer que selon son profil, il ne faut surtout pas l'accabler parce qu'il va se fermer et que ce blocage sera définitif. S'il se bloque une fois, il ne parlera donc jamais. Pour le faire avouer, il faut le mettre en confiance. Il faut l'amener à croire que c'est lui qui dirige la conversation et qui dirige le débat. C'est avec cette information précieuse que l'audition va démarrer. Cette audition, elle va être capitale, car bien qu'il y ait plusieurs éléments qui incriminent Christian van Genoveen, ce ne sont pas des preuves directes. Il faudrait avoir plus d'informations, surtout qu'on n'a pas retrouvé les 2 jeunes filles. Et cet interrogatoire va se développer en 3 étapes. La première étape consiste à mettre en confiance. Pour cela, une méthode va être mise en place, celle de l'entonnoir. S'il s'agit de parler de choses un peu plus larges, de la vie de la personne, des choses qui n'ont rien à voir avec l'enquête, pour mettre en confiance la personne. Et ensuite, au fur et à mesure, essayer d'arriver petit à petit jusqu'à la question importante qui concerne la disparition des 2 gamines. Et pour cela, ils vont faire quelque chose qui ne pourrait plus être possible maintenant, à savoir, ils vont l'auditionner en lui faisant croire qu'il est auditionné pour sa tentative de suicide. Ils vont faire croire que l'hôtel a porté plainte puisqu'il s'est suicidé il a essayé de se suicider dans un hôtel. D'ailleurs, la tentative en elle-même est assez spectaculaire puisqu'il a essayé sous plein de formes. Il a d'abord pris des médicaments, comme cela ne fonctionnait pas, il a utilisé ensuite des cordelettes avec un bâton pour enserrer son cou. Cela n'a pas fonctionné non plus. Il a essayé le cutter, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, il a tenté de s'électrocuter en se mettant dans un bain et en mettant la télé dans la baignoire. Cela n'a fait qu'un court-circuit, mais ne l'a pas tué. Et c'est avec cette histoire qu'ils vont l'auditionner et le mettre en confiance. Car effectivement, il arrive assez détendu. On
on lui explique que ce n'est qu'une audition de routine et il va commencer à parler très calmement et ouvertement de sa vie. C'est aussi une façon d'arriver à son alibi le jour des disparitions. Mais tout d'abord, il commence par expliquer sa vie. Il commence par la raison de pourquoi il s'est suicidé. Il va expliquer, en parlant de sa tentative de suicide, avec les questions bienveillantes des gendarmes, que c'est un homme qui a des difficultés, parce qu'il est malade. Il va expliquer qu'il est malade et sa maladie, c'est qu'il est attiré par les petites filles. Mais il lutte contre cette maladie. Et les gendarmes vont faire le jeu de la compréhension. Ils vont lui expliquer qu'effectivement il est malade et qu'il faut qu'il se soigne, et il explique qu'évidemment il veut se soigner. C'est donc une victime. Il va aussi parler de son enfance. Il va expliquer qu'il a été abandonné par ses parents, il a même utilisé le terme de vendu. Il a été vendu par ses parents. Pour bien exagérer la situation, il va se mettre en position de victime lui-même pour expliquer pourquoi aujourd'hui il est malade. Mais il le dit tout à fait calmement, il parle de beaucoup de choses, il parle de son métier, il travaille dans une grande entreprise d'import-export qui vend des luminaires, il est directeur de la section export et il voyage beaucoup. D'ailleurs, il parle plusieurs langues. Il veut montrer qu'il est intelligent. Et puis, il y a ce drame qui s'est passé. Oui, effectivement, il finit par dire qu'il a eu un petit incident, qu'il a été condamné à 2 mois de prison à cause de sa maladie. Ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est sa maladie. Et cette condamnation lui a fait perdre son emploi. Pourquoi? Parce qu'une dame, une des mamans, a voulu se venger en parlant de cette affaire à son entreprise qui l'a renvoyé. C'est un scandale. Il est victime de cette maman qui a voulu se venger. Il n'y est pour rien, c'est une maladie. L'interrogatoire va avancer comme ça petit à petit. La deuxième étape arrive. Une petite pause se fait avant, car on est arrivé à un point où la confiance est établie. Petite parenthèse, il faut se rappeler qu'à l'époque, nous sommes en tout début des années 90. La pédocriminalité est encore quelque chose de très tabou, très léger. Peu de gens sont condamnés et quand les gens sont condamnés, ils sont condamnés à de très petites peines. La preuve en est que l'affaire dont il parle en 1984 ne l'a condamné qu'à 2 mois de prison. C'est très très peu. Voilà, on ferme la petite parenthèse. Dans la deuxième partie de l'interrogatoire, on se rend compte que le ton change. Effectivement, toutes ces questions sur ce qui s'est passé, sur où il était, vers la date du 19 octobre, ça titille forcément Christian Van Genoven et il met les pieds dans le plat, il fonce dedans et dit directement aux gendarmes qui l'interrogent: vous ne serez pas plutôt en train de m'auditionner en ce qui concerne la fugue de ces 2 gamines qu'il y a eu le 19 octobre? Effectivement, il parle de lui-même de la disparition des jeunes filles. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle de fugue. Or, alors qu'il dit qu'il est au courant via les journaux qui en parlent, il y a un problème, puisque les journaux n'ont jamais parlé de fugue. Tout au long de l'enquête, et tout média confondu, a toujours parlé de disparition. Il est le seul à parler de fugue. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Et là, on lui pose donc des questions plus précises sur son alibi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il est passé à N? Plusieurs choses vont se faire.
Il va d'abord parler d'un alibi. Effectivement, ce 19 octobre, il n'était pas à N et puis il peut expliquer tout ce qui s'est passé. Effectivement, il s'est baladé, il a regardé la télé, il a cherché un emploi, il a regardé les petites annonces dans le journal qu'il avait acheté la veille et il est allé acheter du jambon chez le boucher avec qui il a discuté jusqu'à la fermeture. Ça ne peut pas être lui, puisqu'il était avec le boucher pendant l'heure et jusqu'à très tard. Ça ne peut pas être lui. Effectivement, il y a cette question qui se pose, il y a un alibi, est-ce qu'il tient? Pendant qu'il parle de ça, les gendarmes qui écoutent la conversation vont vérifier cet alibi pendant que l'interrogatoire continue. Les questions continuent. Ils vont lui demander, est-ce qu'il est déjà allé à N? Est-ce qu'il connaît cette ville? Il expliquera qu'il ne la connaît pas, qu'il a déjà vu des panneaux, mais il n'y est jamais passé. Jamais il n'a traversé cette ville. On lui pose beaucoup de questions, on lui dit, vous êtes sûr? Il fait, ah oui, j'en suis certain, jamais je ne suis allé dans cette ville. Je suis allé à côté, mais je ne l'ai jamais traversé. J'ai fait un autre itinéraire. Jamais je ne suis passé par là. On lui pose beaucoup de questions pour essayer de voir si son discours tient la route. Malheureusement pour lui, il va faire une erreur. Trop de détails peut amener parfois à sa perte. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va expliquer qu'il y a un détail qui l'a marqué. Effectivement, à un moment sur la route, il est passé sur des ralentisseurs. Mais des ralentisseurs qu'il n'avait jamais vus. Des ralentisseurs de couleur bordeaux qui, lorsque l'on passe dessus en voiture, font un bruit particulier. Et ce petit détail qui va rajouter pour essayer d'alimenter les réponses aux questions insistantes des gendarmes va donner une preuve qu'il est allé à N. Car effectivement, ces fameux ralentisseurs sont des ralentisseurs qui n'existent qu'à N. Puisque ce sont des ralentisseurs tests qui n'existent pas dans le coin, ils ont été testés à N. Et ça va causer sa perte. Mais les gendarmes ne vont pas lui dire tout de suite. Ils vont garder ça pour eux. Et ils vont lui accorder une pause. Pendant cette pause, ils vont discuter et vont se dire, ça y est, on le tient. On a la preuve qu'il était à N et on a le retour sur son alibi avec le boucher. Effectivement, il a parlé toute l'après-midi avec le boucher jusqu'à la fermeture. Cependant, le boucher a confirmé que ce n'était pas le 19 octobre, c'était avant. Donc son alibi ne tient plus. Et ce fameux jour, il a dit qu'il était passé là où les ralentisseurs Bordeaux l'avaient marqué. C'est les ralentisseurs qui n'existent qu'à la ville de N. Une partie des gendarmes qui ont peur que les petites soient en danger veulent absolument le faire parler et ils veulent y aller violemment s'il nécessaire. À ce moment-là, l'un des enquêteurs va les calmer et va leur expliquer que ce n'est pas la stratégie. Ils sont si près des buts, ce n'est pas le moment de casser cette confiance. Il faut l'amener là où ils le veulent, mais il faut garder la même stratégie de confiance et de compréhension. Retour à l'interrogatoire, ça y est, c'est la troisième partie, celle la plus importante. Donc, durant le troisième interrogatoire, les gendarmes débutent la conversation par lui dire la vérité, à savoir, les ralentisseurs n'existent qu'à N, ces fameux ralentisseurs qui l'avaient marqué. Lorsque les gendarmes lui annoncent ça, ils enchaînent avec cette information, à savoir son alibi ne tient pas. Le boucher a effectivement dit qu'il l'avait vu jusqu'à tard le soir, sauf que ce n'était pas le 19 octobre, c'était bien avant. Il n'y a donc plus d'alibi et il est passé par N, la ville où les deux jeunes filles ont disparu. Et c'est après 12 heures d'interrogatoire que Christian Van Genoven va craquer. Il va avouer, oui, c'est bien lui qui a kidnappé les deux jeunes filles et ce n'est pas tout. Il les a tuées. Il va expliquer qu'il les a attirées en leur demandant si elles savaient où se trouvait une cabine téléphonique à carte. Car en effet, les deux jeunes filles jouaient dans une autre cabine téléphonique qui fonctionnait à pièce. Elles s'amusaient à faire semblant de téléphoner à quelqu'un.
Elles vont lui expliquer qu'il y a une cabine à carte plus loin. Il va dire qu'il ne comprend pas leurs indications, qu'il serait plus sympa de leur part de lui montrer directement en la voiture. Elles acceptent, il leur présente une bande dessinée Astérix pour qu'elles puissent lire pendant le trajet. C'est ce que les deux jeunes filles vont faire et d'ailleurs cette stratégie permet à ce que les petites ne fassent pas du tout attention à la route et au temps qui passe. Quand il va le détailler, comment ça s'est passé, il va expliquer que quand il les a amenés en voiture, il les a conduits jusqu'à Collioure. Là-bas, il y a un appartement qu'un ami à lui prête régulièrement lorsqu'il fait des recherches d'emploi dans le coin. Et il va expliquer que il a mis à l'aise les deux jeunes filles et que celles-ci l'ont suivi et lui obéi sans rechigner. Il va même expliquer qu'il leur a proposé de se déshabiller et de se toucher et qu'il a pris des photos. Et à ça, il ajoutera que les jeunes filles semblaient être tellement à l'aise qu'il pense qu'elles ne faisaient pas ça pour la première fois. Il insinue très clairement que les deux petites sont habituées à ce genre de comportement, ce qui est complètement indigne, on est d'accord. Mais c'est sa façon de faire, c'est sa stratégie. Il essaie un maximum de minimiser les choses. Ce ne sont pas des victimes, il ne s'est pas passé quelque chose de grave à ce moment-là, puisqu'elles étaient habituées. C'est ce qu'il essaie de faire croire. Ensuite, il expliquera qu'il a voulu les ramener chez elle, mais que pour une raison qu'il ignore, il a eu cette pulsion et qu'il les a tuées. Et les gendarmes vont lui demander mais pourquoi il ne les a pas ramenées chez elle comme il avait l'habitude de faire, car effectivement, dans les autres affaires où il a été question d'abus sexuels sur mineurs, il a toujours amené ses victimes chez elle. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Il demande pourquoi, on lui demande pourquoi. Il est incapable de répondre. Et les gendarmes comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet appartement à Collioure, ce comportement des petites, ce n'est pas clair, ce n'est pas logique. Alors ils vont pousser. Et il va enfin dire la vérité. Il va dire que non, il ne les a pas amenés à Collioure. Qu'en fait, il les a conduits pendant 1 heure jusqu'à un chemin forestier et que là-bas, il les a tués. Il les a étranglés. Par contre, chose incroyable, c'est qu'il niera les avoir violés. C'est alors que l'enquête se conclut. Ça y est, il y a des aveux. Maintenant, il faut retrouver les petites. Alors, ils vont lui demander de dire où il s'est débarrassé des corps. Il va expliquer qu'il a d'abord mis les vêtements et les affaires des petites dans des sacs à part qu'il a jetés dans l'eau. Il les a jetés dans un lac, celui de Salagou, et que les deux petites, il les a emmenées en voiture jusqu'au plateau du Larzac, là où il les a jetées tête la première dans un gouffre, 70 mètres plus bas. La tête la première, c'est pour les défigurer et qu'on ne puisse pas les identifier. L'interrogatoire va se conclure là-dessus. Les gendarmes ont tous les éléments, il faut maintenant retrouver les corps. Le lendemain, dès le matin, Christian Van Geneven va être amené avec les gendarmes pour découvrir la sépulture de ces jeunes filles et leur permettre d'avoir un enterrement décent. Mais avant cela, une autopsie va être effectuée sur les deux petits corps. Et ce que le médecin légiste va décrire dans son rapport est horrifique. Il va conclure que les deux petites ont bel et bien été violées et surtout qu'elles ont subi des tortures. D'ailleurs, le médecin légiste qui s'était déplacé sur la scène de crime où les corps ont été découverts, comme cela se fait dans chaque enquête criminelle, il va expliquer que lorsqu'il a vu les corps, même avant l'autopsie, le viol de ces deux jeunes filles était déjà visible
Et ça prouve à quel point les viols ont été agressifs et violents, voire barbares, pour que, à l'œil nu, sans autopsie, cela soit déjà visible. Et c'est là qu'on comprend la vérité. Bien que Christian van Geneven le nie, il y a bien eu viol et torture. Donc voilà, nous arrivons au fameux procès. Mais avant cela, l'enquête va continuer, puisque, comme les gendarmes l'ont appris durant toute l'enquête, Christian van Geneven n'en est pas à ses débuts. Il y a eu d'autres victimes, il y a eu d'autres procès. Alors, ils vont fouiller dans le passé. Et là, ils vont découvrir des choses incompréhensibles et atroces. Je vais vous les expliquer de façon chronologique. Ce n'est pas forcément comme ça qu'ils l'ont découvert, mais pour que ce soit plus facile à comprendre, puisqu'il y a eu beaucoup de choses et qu'elles se sont passées à des dates vraiment différentes, je vais énumérer les cas les plus marquants de façon chronologique pour une question de simplicité. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa carrière, entre guillemets, de pédocriminel commence très tôt. Effectivement, comme il l'a expliqué, quand il était petit, il faisait partie d'une fratrie de 6 enfants d'une famille très pauvre en Hollande. Ses parents n'ayant pas les moyens de s'occuper de lui, ils l'ont confié à la sœur de sa mère qui habitait en France et qui avait une situation bien plus stable. C'était un couple aisé qui n'avait pas pu avoir d'enfants. Donc ils étaient vraiment très heureux de pouvoir accueillir Christian. Il est donc arrivé là-bas à l'âge de 4 ans. Il a vécu une vie plutôt agréable. Il avait une situation confortable, il avait une très bonne éducation et il était plutôt choyé. Cependant, à partir de l'âge de 16 ans, ses parents adoptifs lui ont annoncé qu'ils voulaient adopter une petite fille. Une petite italienne qui s'appelle Isabelle. Cette petite fille a 2 ans et quand elle arrive dans le foyer, Christian est très proche d'elle. Il s'en occupe vraiment beaucoup. Il veut jouer le rôle du grand frère. C'est quelque chose qui paraît normal et les gens l'admirent pour ça. Cependant, quand la petite Isabelle a 5 ans, les choses ont commencé à déraper. Effectivement, Christian commence à abuser d'elle. Ça commence par des attouchements, puis ça évolue. Ça évolue par des fellations, ça évolue par des pénétrations. On appelle vraiment ça un viol. Et cela va durer pendant 7 ans, jusqu'aux 12 ans de Isabelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Christian continue de violer la petite Isabelle qui a 10-12 ans, il est déjà lui-même marié et il a son premier enfant. Et il continue malgré tout ses abus sur sa sœur adoptive. Donc il faut comprendre la perversité de ce cas, puisqu'il a sa propre femme, il a des relations sexuelles avec elle, puisqu'il a un enfant, il a une relation stable avec sa femme. Elle ne s'est jamais plainte de son comportement, de ses déviances. Donc il a un comportement normal avec sa femme. Il a déjà un statut important au niveau professionnel aussi. Il n'a aucune raison de faire ça, à part des penchants pervers, bien entendu. Et la petite Isabelle va finir par craquer. Effectivement, à l'âge de 12 ans, elle est invitée à passer des vacances en Espagne avec son demi-frère et sa belle-sœur, ainsi que son neveu. Et là, chaque fois que la femme de Christian va partir avec le petit, il va en profiter. Il va abuser de Isabelle. Et un jour, elle ne pourra plus supporter ce qui se passe et elle va lui dire non. Et à partir de ce moment-là, il ne fera plus rien. Isabelle,
Elle en a déjà parlé quand elle était plus jeune de ce qui se passait. La réponse a été que la mère d'Isabelle a grondé Christian. Seulement gronder Christian n'a pas suffi, bien entendu. Et alors il a continué. En sachant cela, on comprend très bien que Isabelle n'a pas voulu aller plus loin, n'a pas voulu porter plainte, puisqu'elle s'est bien rendue compte que ça ne servait à rien. Et ce traumatisme, elle le gardera pour elle aussi, parce qu'elle se dit que, comme elle le dit elle-même, c'est son problème, c'était son traumatisme, donc c'était à elle de gérer. Elle voulait le gérer toute seule et n'impliquer personne d'autre. Et elle se taira. Elle se taira jusqu'à un autre problème. Effectivement, en 1983, une autre affaire débarque. Christian Van Genoven est impliqué dans une autre affaire de mœurs et 3 petites filles, Ghislaine 10 ans, Catherine 10 ans et Virginie 8 ans, ont été toutes les 3 victimes des abus et des attouchements de Christian. Un procès aura lieu puisqu'une plainte aura été faite et c'est à ce moment-là que Isabelle va décider de parler, car c'est la première fois qu'elle comprend qu'elle n'est plus la seule victime. Il y en a eu d'autres et elle a peur que ça se reproduise. Donc elle va parler au juge d'instruction de l'époque et va lui raconter ce qu'il lui a fait pendant toute son enfance. Elle ne pourra pas porter plainte car il y a prescription, mais son témoignage va servir à renforcer l'idée du prédateur. Expliquer qu'il n'en est pas à son premier coup. Eh bien, vous allez être très choqués, mais il ne sera condamné finalement qu'à 18 mois de prison ferme, avec à sa sortie 5 ans de mise à l'épreuve. Et cerise sur le gâteau, son avocat a réussi à négocier le fait que cela ne figure jamais dans son casier judiciaire. Car, vous comprenez, c'est un homme qui est père de famille, il a une femme et une famille respectable, il travaille dans une grande société internationale dont il est le directeur de l'équipe d'exportation, il voyage beaucoup, il a besoin d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir voyager. Il lui faut une seconde chance. Eh bien, croyez-le ou non, mais ça a fonctionné. Et effectivement, il a fait ses 18 mois de prison. Ensuite, il a fait ses 5 ans de mise à l'épreuve où il n'a pas bronché, il n'a rien fait, il s'est tenu à carreau. Mais dès la fin de ces 5 ans de mise à l'épreuve, il va craquer très vite. Et effectivement, en 1990, il récidive. Il récidive en s'en prenant à 2 fillettes de la région où il habite, à Saint-Dizier. Cette fois-ci, les mamans ne sont pas contentes, ce qui est bien normal. Il y aura donc une plainte portée par les parents des 2 fillettes, puis une condamnation sera faite. Cette condamnation, elle est encore pire que la première, puisque cette fois-ci, il n'aura qu'une amende de 4 000 francs à payer et seulement 2 mois de prison ferme, pour être ensuite libre. Là, c'en est trop. Une des mamans craque. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'en sortir comme ça après avoir fait subir des attouchements à des petites filles. Alors, elle va demander à une journaliste de médiatiser toute cette affaire, car cette affaire, pour l'instant, a été passée sous silence. Et cette journaliste va accepter et elle va écrire tout un article dessus. Seulement, l'article ne paraîtra jamais. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la femme de Christian, qui a le bras long a priori, elle connaît les bonnes personnes, va parler avec le chef éditorial et va lui expliquer qu'elle a une famille à protéger, que son mari a un statut important, qu'il n'est pas question qu'il y ait un scandale qui éclate. Et ça va fonctionner une fois de plus. L'article ne sortira jamais. Pour la maman de la jeune fille, ce n'est plus possible. C'est aller trop loin. Alors elle aussi, elle décide d'aller plus loin.
Et là, elle va téléphoner directement à l'entreprise qui embauche Christian Van Genoven. Et elle va expliquer tout ce qui s'est passé. Et cette fois, il y aura des conséquences. Bien sûr, ils ne vont pas le condamner, ils n'ont pas ce pouvoir, mais ils vont le licencier. Ils vont le licencier pour un motif tout à fait absurde, mais ça aura comme résultat qu'il n'a plus de travail. Alors, effectivement, Christian Van Genoven se retrouve sans travail. C'est pour ça qu'il cherche, même hors de sa région. Et cette recherche d'emploi va l'amener du côté de Haine, là où il va tuer les deux petites, Ingrid et Muriel, pour comprendre l'ampleur de sa perversité. Juste avant de s'en prendre aux deux petites filles, il était allé à la piscine pour observer des enfants. Et là-bas, il y avait un groupe de jeunes filles qui faisaient de la danse aquatique. Et c'est en observant ces petites filles en maillot de bain que l'excitation est arrivée et que les pulsions sont montées. Pour en revenir au procès qui nous intéresse, à savoir celui du meurtre et du viol de Ingrid et Muriel, nous allons découvrir comment cela s'est passé. Alors, il y a eu énormément de journalistes, bien entendu. L'affaire a été extrêmement médiatisée, cette fois-ci, j'ai envie de dire. Et le procès était ouvert aux journalistes. Et Christian Van Genoven était dans la box des accusés, qui est vitrée, bien entendu. Les journalistes étaient tous devant. Et à la demande des parents des deux petites filles, ceux-ci ont été installés juste en face de celui qui a tué leur enfant. C'était une confrontation pour eux. Ils avaient besoin de cette confrontation, car ils ne l'avaient pas encore vue jusqu'alors. Ils ne savaient pas quel était le visage de l'homme qui avait détruit leur vie. Et durant cette confrontation, on a observé que Christian Van Genoven n'a jamais fait face visuellement à ses parents. Il ne les a jamais regardés. Il regardait au sol, il regardait ses avocats, il détournait les yeux, il pleurait pour expliquer qu'il a eu une enfance malheureuse, il voulait se victimiser, il voulait minimiser les choses et il avait ce comportement totalement désinvolte. On voyait qu'il n'y avait pas de regret. Le seul regret qu'il avait, c'est qu'il savait que cette fois-ci, il ne s'en sortirait certainement pas. Et c'est ton plus grand regret. Mis à part ça, les petites, ce qu'il leur a fait, ça ne le touche pas plus que ça. D'ailleurs, même durant le procès, il n'avouera jamais les tortures et les viols qu'il leur a fait subir. Cette partie, elle a été révélée uniquement à travers le rapport d'autopsie, qui, cette fois-ci, sera lu uniquement devant les jurés et les parents qui ont demandé à être présents, mais tous les journalistes à ce moment-là sont évacués du tribunal, car les atrocités subies par les deux petites filles ne doivent pas sortir de là. C'est bien trop abominable. Et la conclusion, c'est que cette fois-ci, effectivement, Christian Van Genoven va rester en prison à vie. Il va écoper de la plus lourde peine, malgré les discours de ses avocats qui ont tout fait pour essayer de le faire passer pour malade et donc irresponsable de ses actes. Mais les différents experts en psychocriminologie vont expliquer que, certes, il a des penchants pervers, il est narcissique, il est même sadique, et ce sont des pathologies, effectivement. Cependant, ce ne sont pas des pathologies qui l'empêchent de faire une connexion avec la réalité. Et le fait qu'il soit conscient de ce qu'il fait, qu'il soit conscient de ses actes, qu'il sache que ce qu'il a fait était mal, et de plus qu'il était organisé puisqu'il avait prévu une laisse de chien pour faire croire qu'il cherchait son chien. Il avait acheté le bande dessinée Astérix pour amadouer les petites filles. Donc c'était organisé. Et tous ces éléments prouvent qu'il était bien conscient
il n'est pas irresponsable de ses actes. Et c'est ça qui va le mener à la prison à vie. C'est un des rares cas où, en France, un homme prend perpète, comme on dit, et il a une sûreté de 30 ans. C'est-à-dire qu'il a fait 30 ans de prison ferme sûrement, et qu'à partir de 30 ans, il peut faire une demande de libération, mais franchement, vu l'affaire, vu le cas, vu les antécédents, il a très peu de chances de pouvoir sortir un jour. Et d'ailleurs, il n'en sortira jamais. Effectivement, c'est le 6 août 2014 que Christian Van Genoven va décéder dans sa cellule d'un cancer. Cette affaire, en fait, elle explique toute l'évolution de la pédocriminalité, c'est-à-dire l'évolution juridique, l'évolution au niveau des mœurs sociales et l'évolution du tabou. Effectivement, les premiers procès qu'a vécu les Christian Van Genoven lui ont permis d'être libéré très rapidement, car tout a été minimisé. Les experts psychiatres à l'époque considéraient que c'était plus une névrose qu'une pathologie, et que cette névrose, de ce fait, était facilement traitable avec une thérapie. Alors, ils en ont conclu que la dangerosité de cet individu était moindre. Disons qu'il pouvait avoir une seconde chance, car avec une bonne thérapie, toutes ces pulsions pervers allaient disparaître. C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les psychiatres n'étaient pas au courant de ce qu'il avait fait subir à sa sœur adoptive. Un élément qui aurait pu faire changer le diagnostic de l'époque. Ça, ce sont les années 80. Dans les années 80, quand un enfant subit des attouchements, ça passe inaperçu, c'est anodin. D'ailleurs, on le voit très bien au niveau de la justice aussi, car ça ne passait pas en assises. Ce qui veut dire que les peines étaient minimes. Maintenant, aujourd'hui, la loi a revisité la définition du viol et le fait qu'une pénétration est un viol, peu importe comment elle se fait. De plus, il y a eu plusieurs jurisprudences qui ont fait avancer les choses. Mais il est vrai que dans les années 80 et bien avant, il était compliqué d'être une victime. Surtout quand on était enfant, car la parole de l'enfant n'avait pas beaucoup de valeur. Aujourd'hui, ça tend à changer, mais ça change très lentement. Et je vais consacrer une vidéo sur ce sujet, mais pour ce qui est de cette affaire, les changements ont permis de faire enfermer un prédateur très actif qui, avec son profil, n'aurait jamais pu s'arrêter. La récidive était inévitable. Aujourd'hui, les spécialistes le reconnaissent. Mais à l'époque, il y a eu des erreurs qui se sont faites. Voilà. Nous allons conclure là-dessus. Et j'espère que vous allez apprendre des choses grâce à cette affaire, notamment l'évolution de la pédocriminalité et de sa prise en compte. Ça a évolué, ça s'est amélioré, mais je peux vous dire que ça s'est amélioré très lentement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à donner des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette histoire. Et surtout, vous pouvez donner votre avis. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît ou de mettre la petite cloche. En tout cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Salut!